Bonjour à tous, je vous remercie beaucoup d'être présents aujourd'hui. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire qui est donc plus orienté vers l'échange entre nous parce que là, on est déjà, la plupart d'entre vous sont des praticiens de l'approche de Palo Alto. Mais bon, néanmoins, on va prendre quelques minutes pour faire quelques rappels sur le modèle. En tout cas, je suis très heureux de vous accueillir et je vous remercie pour votre présence. En fait, j'avais imaginé que pour ce webinaire, ce soit les participants qui commencent par prendre la parole pour expliquer ce qu'est l'approche de Palo Alto, comme il y en a plein qui sont déjà très formés, qui ont suivi le niveau 2 de la formation aussi, et puis qui ont plein d'expérience depuis des années et des années. Je pense à Eric, par exemple. Euh, qui va avoir l'impression que je lui tends un piège, ni plus ni moins. Je me disais, ah bah c'est cool, je vais pouvoir me reposer au départ sur le partage des uns et des autres. Donc en fait, la plupart d'entre vous sont des personnes que j'ai eu l'occasion de former. Peut-être que certains d'entre vous se sont formés ailleurs, euh, méconnaissent déjà l'approche de Palo Alto, mais néanmoins, on observe avec Carole il y a toujours des personnes qui viennent là pour la première fois, qui nous découvrent. Et donc, on ne peut pas économiser quand même une rapide et courte présentation de l'approche de Palo Alto. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée de dire ce serait bien que vous preniez la parole. Pour ceux qui sont déjà formés, on se donne 5 minutes et en 5 minutes, que diriez-vous de l'approche de Palo Alto? Vous pourriez la caractériser? C'est quoi cette approche interactionnelle finalement? Interactionnelle et stratégique donc de l'école de Palo Alto? Ben moi, je vais vous laisser la parole. Et puis ensuite, je reprendrai la parole pour peut-être dire bon, qu'est-ce que moi j'en pense très rapidement. Et puis aussi vous faire un petit teaser en fait sur le prochain webinaire. Parce que je voulais en parler ce matin et puis Carole m'a retenue en disant non, 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 on va pas pouvoir parler de tout, c'est pas possible. Donc néanmoins, on a fait une petite synthèse comme ça, vous viendrez au prochain aussi, ce sera très bien. On va essayer de prendre une date rapidement pour le mettre au point, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et peut-être, voilà, on pourra en parler avec Catherine qui m'a envoyé un petit message en disant qu'elle avait peut-être envie de parler d'une situation. Peut-être que ça fera aussi une connexion avec le prochain sujet. On verra. OK? Donc, alors, si vous deviez présenter l'approche de Palo Alto, alors Géraldine, qui s'est formée la semaine dernière, voilà, elle a toutes les connaissances en tête. Sandy, qui a participé au dernier niveau 2, elle a aussi toutes les connaissances en tête. Eric aussi, il en a plein. Enfin, voilà. Et puis Sylvie, qui se formait il y a longtemps, elle a aussi des connaissances en tête. Qu'est-ce que vous diriez? Comment vous présenteriez l'approche de Palo Alto? Ah, Yelena, parce que Yelena, elle ne connaît pas l'approche de Palo Alto, en fait, par exemple. Le problème, c'est la solution qu'on met en œuvre de manière récurrente et qui ne produit pas les résultats espérés. Ouais, super, très bien. Merci Catherine. Oui, je veux bien apporter aussi comme ça par petites bribes. Moi, je dirais peut-être que la première des choses, c'est on n'intervient pas sur l'individu, mais sur l'interaction dans une boucle interactionnelle entre l'individu et son environnement. Top, merci Eric. Très bien. Sandy, tu voulais... euh, Ben, juste pour compléter ce que vient de dire Eric, peut-être de dire que l'approche, elle part du principe que l'essentiel de nos problèmes vient de notre façon de communiquer et d'interagir et que c'est en cherchant à interagir différemment, mais du coup en comprenant combien on est acteur de ces interactions, qu'on arrive à résoudre beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations. Très bien, super. OK. Une autre chose? Bah, peut-être que en fait le trait de génie de l'approche, c'est effectivement de chercher à empêcher euh, de
à empêcher de faire quelque chose à quelqu'un qui le fait sans se rendre compte que ce qu'il fait maintient ou amplifie son problème. Et le trait de génie de l'approche, c'est de dire qu'on ne peut pas ne rien faire. Donc, si on ne peut pas ne rien faire, on va chercher, en rentrant dans la logique de la personne, à lui faire comprendre, alors qu'elle est dans sa logique, que ce qu'elle fait, en fait, justement, est très nocif pour elle, pour sa relation, pour l'objectif qu'il ou elle veut atteindre. Et on va lui faire faire exactement l'inverse, non pas parce que l'inverse, c'est la bonne solution, mais juste pour pour l'empêcher de faire ce qu'il ou ce qu'elle fait. Super, très bien. Merci Sandy. Alors c'est important, peut-être un commentaire sur ce que vient de dire Sandy. Sandy, elle parle du point de vue de l'intervenant. Qu'est-ce que cherche à faire Oui, l'intervenant qui pratique oui, en fait l'approche oui, interactionnelle, en oui. fait? On peut se situer à deux niveaux, soit au niveau des personnes concernées, si moi je suis pris dans une situation difficile, comme le disait Catherine par exemple, eh bien c'est ce que j'essaye de faire pour améliorer les choses, qui rajoute de la difficulté à la difficulté. Et si je suis l'intervenant extérieur, il faut que j'aide la personne accompagnée à arrêter de faire ce qu'elle vient de faire et qui ne fait qu'alimenter le problème, quoi, en fait. Donc on a ces deux niveaux logiques auxquels on peut se situer. Eh ben c'est super, dites-moi. Parfait. Euh, Peut-être, est-ce que quelqu'un se rappelle des trois mots caractéristiques qui caractérisent l'approche de Palo Alto, en fait, sur le plan philosophique? Moi, je veux bien essayer. Vas-y, Eric, vas-y. Peut-être en préambule pour faire une transition avant de répondre, c'est que ce qui est au cœur de ce que disait Sandy et ce que tu disais là, c'est Ouais. que tout organisme vivant est sujet à l'homéostasie. Donc c'est ça la grosse problématique à laquelle on a affaire, c'est que tout changement, a priori, est impossible parce que l'organisme va chercher à réguler pour rester en état stable. Alors voilà, c'est ça. Il faut que tu précises, Eric, ce que c'est que l'homéostasie quand même. Ça, c'est une question fondamentale. L'homéostasie, d'une manière générale, c'est le maintien de la situation. C'est-à-dire que si on veut changer, il y a une régulation pour revenir à l'équilibre. Exact, Donc exact. les changements tels qu'on les appréhende d'une manière, pour le coup, je fais la transition normative, n'est pas du tout le point de vue de l'approche Palo Alto. L'approche de Palo Alto, c'est d'abord une approche non normative Bravo. et non pathologisante. C'est-à-dire la personne qui fait ce qu'elle fait. Et elle a raison de le faire, parce que si elle le faisait différemment, bah, elle le ferait donc différemment. Donc si elle fait ça, c'est parce qu'elle est avec ses ressources. Et voilà, il y en a au moins deux. Je ne sais pas quel est le Et le troisième. troisième, alors? Troisième, Alors, je donc, non reviendrai en normative, deuxième on semaine. est dans une approche qui est non normative. Non Euh, pathologisante, ça fait deux. non pathologisante. Et Caroline, la troisième, le, le troisième point philosophique de l'approche de Palo Alto, si tu te rappelles, c'est responsabilisante. Ah oui. C'est une approche qui est responsabilisante. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est une approche qui est responsabilisante? La personne qui est acteur, Vas-y, Franck. Donc, le côté responsabilisant de l'approche repose sur le fait que l'accompagnateur ou les accompagnateurs ne veulent pas plus le changement que les personnes accompagnées. Donc, on éclaire la situation et on laisse et on donne un coup de main pour réaliser des changements si la personne souhaite mettre en œuvre des changements par rapport à la situation. Et bien voilà, super. Donc, qu'est-ce que l'approche? Une approche non normative. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas mieux que les personnes qu'on accompagne ce qui est bon pour elles, c'est elles qui nous éclairent, non pathologisante. On ne fait pas des catégories avec les gens qui sont sains d'esprit, ceux qui ne le sont pas, les méchants, les pas méchants, etc., etc. Tout le monde, en fait, a des bonnes raisons de se comporter comme il se comporte, et c'est à nous de faire preuve de curiosité pour pouvoir comprendre la logique de fonctionnement d'un certain nombre de comportements ou
qui peuvent nous échapper. Et le côté responsabilisant repose sur le fait qu'on ne veut pas plus le changement que les personnes accompagnées, c'est elles qui nous guident dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions qui vont les aider. Je trouve que c'est une approche aussi qui est élégante, efficace et économique pour les entreprises, à pratiquer dans les entreprises, donc ça c'est très très bien. Et puis, pardon, donc il y a plusieurs piliers, il y a 5 piliers qui ont été évoqués par les uns et par les autres dans l'approche. Donc, comme le disait Catherine, c'est la tentative de solution qui crée le problème. Peut-être un point qu'on n'a pas évoqué, c'est que quand on intervient de manière complexe dans les organisations, sur des groupes ou dans des équipes, il faut toujours essayer de repérer qui est le client pour un changement. Un client pour un changement, ce sont les personnes qui sont les plus facilement mobilisables pour mettre des choses en œuvre. Ce ne sont pas nécessairement les personnes qui posent des problèmes dans la situation auquel on s'attaque. Et puis avec l'approche de Palo Alto, souvent on va privilégier des premiers signes de changement parce que c'est plus facile d'atteindre des premiers signes de changement. Et je crois, Giorgio Nardone, qui est un grand thérapeute de l'approche de Palo Alto, dit on fait des boules de neige et on espère que les boules de neige vont se transformer en avalanches. Voilà. Et donc, intervenir, comme le disait Eric, on peut proposer souvent quelque chose qui va à 180 degrés par rapport au thème des tentatives de solution. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que quand on va à 180 degrés, on est sûr de ne plus alimenter en fait les tentatives de solution qui créent le problème. Et donc la dernière slide que je veux partager avec vous, c'est celle-là. Donc en fait, un problème entre deux personnes, entre deux équipes, c'est toujours une boucle interactionnelle. Hein. Du point de vue de l'approche de Palo Alto, c'est à chaque fois la boucle interactionnelle qui crée le problème. Donc, et pas soit Alain, soit Bruno. Pourquoi c'est la boucle? Parce que les attitudes et les comportements des uns, les réactions des autres ne font qu'alimenter en fait un cercle vicieux, puisque en fait, du point de vue de l'approche de Palo Alto, tout comportement a valeur de message. Ça veut dire que chacun a sa manière de décoder, qui influence sa manière de réagir, qui influence la manière de décoder, qui influence la manière de réagir. Donc voilà comment naissent les cercles vicieux et comment finalement on va essayer de faire passer la situation d'un cercle vicieux dans lequel les tentatives de solution bloquent davantage la situation à un cercle vertueux dans lequel l'atteinte d'un premier signe de changement va donner envie d'aller un peu plus loin et puis encore un peu plus loin et encore un peu plus loin pour réassouplir la situation. Voilà, j'arrête le partage pour revenir à la vue avec tout le monde. Donc là, je crois qu'il faut que je supprime l'épingle de nouveau. Voilà, comme ça, je vous vois tous. Et je vous propose qu'on prenne un temps là pour répondre à vos questions. Catherine, toi, tu m'avais envoyé un petit message en me disant que tu avais une question. Je ne sais pas si tu es encore là. Oui, si, si. Vas-y, Catherine. Ah oui, je ne te voyais plus. Voilà, c'est bon. Oui, mais en fait, en réfléchissant très rapidement, je m'aperçois que j'ai un sujet qui revient de manière récurrente dans ma profession. Donc, moi, je suis chef de projet dans un service informatique. Donc, après un projet, j'en fais un autre. Il y a un côté un petit peu répétitif de ce point de vue-là. En tout cas, je retrouve des situations similaires. Et il y a un sujet qui revient systématiquement, c'est l'accompagnement du changement, quel que soit le nom qu'on lui donne. Certains parlent de conduite du changement, ce que j'aime pas beaucoup. Mais globalement, c'est comment est-ce qu'au au-delà des aspects techniques, budgétaires d'un projet, on s'assure que les utilisateurs finalement sont contents de l'outil qu'on leur livre à la fin d'un projet. Et ça suppose, à mon sens, de les impliquer tout au long du projet. Et souvent, c'est un sujet, pour faire court, qui n'est pas très investi. C'est-à-dire que on a tendance à ne pas y mettre les moyens, que ce soit en hommes ou en argent, en prestations, pour se poser les bonnes questions, pas mettre le temps, tout simplement aussi, hein, pour se poser les bonnes questions. Qui sont les gens qui doivent être accompagnés? Quelles sont leurs problématiques? Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite pour les accompagner dans ce qui est un changement et qui donc de toute façon est un peu disruptif. On essaie de casser l'homéostasie puisqu'on change un des éléments de leur quotidien qui est leur outil de travail. Voilà, et Oui,
Je me heurte systématiquement à ce sujet-là, c'est-à-dire que moi, je suis très convaincue du fait qu'il faut accompagner, se poser toutes ces questions, et pour autant, on ne m'en donne pas forcément les moyens, et personne ne prend ce sujet à bras-le-corps. C'est ce que je constate. Voilà. Ouais, ok, ok. Et donc, moi, je réfléchissais à la question que tu posais. Donc, tu disais, est-ce que ce serait possible de faire différemment? Mm. Enfin, ou comment augmenter ma marge de manœuvre pour que les aspects humains soient davantage pris en compte dans ces projets de changement de système d'information, par exemple. Et en fait, bon, j'imagine que tu as déjà fait un certain nombre de tentatives de solutions qui n'ont peut-être pas fonctionné, du style d'essayer de convaincre de l'importance du sujet et puis finalement te casser les dents dans cet exercice de promotion de la conviction. Et donc, en fait, toi, tu as un rôle un peu à l'interface, tu vois, entre la maîtrise d'ouvrage et puis les futurs utilisateurs, puisque, bon, vous êtes l'équipe qui développait, qui déployait peut-être le nouveau système d'information, etc., etc. Et donc, je pense que c'est normal que ce soit un sujet qui ne soit pas évident à aborder dans cette interaction-là, mais c'est tout à fait logique que ce soit un sujet qui te préoccupe. Et donc, la réponse que je vais te faire, hein, c'est peut-être pas la meilleure réponse qui soit, mais c'est pas parce que ta maîtrise d'ouvrage n'est pas attentive à cet aspect des choses qu'il faut rester bloqué par cette surdité-là, j'ai envie de dire. Et en revanche, comme c'est un sujet qui te tient à cœur, je pense que toi, il faut que tu continues à utiliser un peu toutes les marges de manœuvre que tu peux t'autoriser dans cet accompagnement-là, parce que de toute façon, comme tu as une sensibilité relation humaine qui est forte, tu ne pourras pas t'empêcher d'essayer d'y prêter de l'attention. Donc, je crois qu'il faut que tu continues à le faire de ce point de vue-là. Et après, ma deuxième recommandation, enfin que moi je fais souvent autour de l'accompagnement du changement, c'est que je pense que il y a un axe, en fait, il y a un axe qui est un peu le parent pauvre, je trouve, dans beaucoup de projets d'accompagnement, de projets de changement que l'on mène. Le parent pauvre, c'est qu'on ne travaille pas suffisamment sur les inconvénients du changement, en fait, dans ces dynamiques. Et si tu veux, on met beaucoup d'énergie. Alors, c'est pas tout à fait le sens de ta question, mais souvent il y a beaucoup d'énergie qui est mise dans le fait d'essayer de convaincre de l'intérêt du futur outil, de la nouvelle organisation, du travail, que sais-je encore, du futur bâtiment vers lequel on va déménager, etc., etc. D'accord? Et donc, on est très préoccupé d'essayer d'embarquer le plus de monde possible dans cette logique-là. Mais en fait, cette énergie qu'on dépense à essayer de convaincre, c'est une énergie qu'on ne met pas à écouter, en fait. Et c'est dommage parce que bon, avec l'approche de Palo Alto, on distingue toujours les changements de type 1 et les changements de type 2. Moi, je pense que si on mettait plus d'énergie à écouter dans le cadre des projets, d'accord, donc moins d'énergie à convaincre, en fait, on s'ouvre, quand on se met cette énergie à écouter profondément les inconvénients du changement, on s'ouvre à un accès à des changements de type 2 qui est relativement facile, en fait, parce qu'on découvre une qualité de préoccupation, une qualité d'information qui est extrêmement fine et qui permet, à bon compte, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, de réaliser un certain nombre d'améliorations du projet qui, sur le plan des relations humaines, vont faire qu'il sera beaucoup plus acceptable pour le plus grand nombre, en fait. Donc, en fait, ce que j'invite à faire de ce point de vue-là, du point de vue de l'accompagnement du changement, de l'accompagnement relationnel du changement, c'est passer d'une logique de conviction à une logique d'explication et de vérification de la compréhension, puis travailler sur les inconvénients du changement, en fait. Et donc, séparer l'aspect expliquer, vérifier la compréhension de l'aspect convaincre, en fait. Alors que dans nos habitudes, la plupart du temps, on a tendance à associer explication et conviction, ce qui fait qu'on ne ménage pas un espace
qui est un espace de créativité finalement quand on est à l'écoute des inconvénients du changement, quoi. Voilà, Catherine, un peu, peut-être un éclairage. Je ne sais pas si tu avais ça, en fait. Merci pour cet éclairage, je l'avais plus en tête et c'est vrai que ça me rappelle quelque chose qu'on a fait sur un précédent projet où on avait un groupe d'utilisateurs et on les interrogeait régulièrement, effectivement, sur ce qui ne leur allait pas dans le projet. Euh, donc oui, oui, c'est très pertinent, mais Voilà. je n'en doutais pas. C'est gentil. Et en plus, c'est très agréable, je trouve, quand on est responsable d'un projet, tu vois, de mettre son énergie du côté d'un travail sur les inconvénients du changement, parce qu'en fait, c'est toi qui poses les questions et c'est à eux de donner les explications, en fait. Donc, tu vois, la posture interactionnelle, finalement, est assez différente et ça te crée une forme de disponibilité d'esprit qui te permet d'entendre des choses extrêmement fines, extrêmement pertinentes, qui vont te permettre d'améliorer très significativement le projet, souvent à bon compte, quoi, en fait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, quoi d'autre? Quelle autre question vous n'avez jamais osé poser à propos de l'approche de Palo Alto, mais qui vous intéresserait beaucoup? Moi, je veux bien, Vas-y, pardon, Eric. Ouais. ça répond pas, c'est Eric, ça répond pas à ce que tu viens de poser, mais les enfin, ton intervention, même chose que tout ce que j'ai été dit à la collègue. Moi, j'ai aussi oublié ce que tu disais à l'instant. Tu vois, les deux choses. Quel serait le premier signe de changement? De ne pas prendre ça en considération assez vite. Mhm. Et puis, ce que tu as dit sur les travail, sur les inconvénients du changement, ça me fait penser à, c'est ça, c'est ce qu'on aurait pu dire ou ce que j'aurais pu dire au début, c'est lui qui bosse, c'est pas nous. Et du Oui, coup, si on a cette posture de c'est lui qui bosse, et ben les explications et l'histoire de convaincre, oui, elle peut pas exister. Donc, si on tient bien, c'est lui qui bosse, oui, ça veut dire que c'est juste des questions et ce que tu disais. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je réponds pas à ce que tu viens de dire maintenant, mais oui, je oui, vais oui. poser ça. Eric, qu'est-ce que ça a donné les interventions que tu avais faites là, alors récemment? Parce que on a la chance d'avoir deux grands entraîneurs avec nous aujourd'hui, un en handball, une autre en natation, en fait. Alors, je vais répondre directement à ta question, mais en même temps, j'ai un deuxième sujet Vas-y, vas-y. qui arrive parce que j'ai un autre accompagnement. Alors, pour faire très très court, puisque tu me poses la question sans trop dévoiler, en fait, Oui. j'ai accompagné un équipage de voile pendant 3 mois. Et cet équipage, en fait, c'était un peu complexe parce qu'il y avait aussi l'entraîneur. Et à la question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis parti en leur vendant un peu le symptôme dans lequel ils étaient restés et que probablement ils n'étaient pas faits pour changer dans un contexte où ils avaient un petit peu une épée de Damoclès, à savoir une compétition qui aura lieu dans 15 jours. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est qu'à partir du moment où j'ai posé ça, où ils ont pris ce qu'ils ont, je ne les vois plus. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ils ont fait bouger les lignes en termes de résultats. Et aujourd'hui, ils ont l'air d'avoir pris, la mesure des premiers signes de changement, c'est-à-dire qu'ils se parlent et ils mettent en phase un certain nombre de travaux qu'on a pu en faire sur la communication interactionnelle pour pouvoir être alignés entre eux. Et deux, les résultats, c'est qu'ils ont en ce moment plutôt, ils sont en train de performer. Donc, voilà, j'en suis là. Par contre, si je peux poser la Vas-y, vas-y, deuxième vas-y, chose, vas-y. c'est que j'ai une athlète là que j'accompagne dans le cadre, quand je suis handballeur. Je suis sur une équipe de France junior filles et là, j'ai une mission d'accompagner une jeune fille qui fait qui à quoi, qui fait quoi à qui. Elle se fait à elle-même quelque chose qui tourne en boucle. En fait, elle a un comportement n'est pas adapté et pour lequel elle culpabilise, elle voudrait faire différemment et elle se fait elle-même du 180 degrés, donc elle est sur des tentatives de solutions permanentes où ce comportement est l'opposé. Évidemment, ce comportement opposé est une tentative de solution qui n'aboutit qu'à de la frustration alors que son comportement qu'elle n'arrive pas à faire bouger est un comportement de culpabilité. Donc elle tourne en bloc entre je veux plus faire ça, ça me fait culpabiliser de le faire, je fais autrement et je suis frustré parce que ça marche pas. Donc j'en suis là-dessus et pour l'instant j'essaye de lui faire prendre conscience. Là, le peu
petit premier signe de changement dans le questionnement, c'est elle s'aperçoit que sa représentation aujourd'hui est quelque chose qui pourrait elle avait une certitude, elle l'a plus. Donc il y a un peu un ramollissement de sa conviction qui était chevillée au corps. J'en suis là. Mais pour l'instant, j'y vais mollo et je lui dis qu'elle est peut-être pas prête à changer. Donc j'essaye de lui vendre un peu comme la même chose. Voilà. Oui, Je suis pas très à l'aise encore, mais voilà, je cherche, en tout cas, je cherche pas à sa place. Et voilà, c'est en tout cas, elle est bien enquistée dans quelque chose qui boucle sur elle-même. d'accord. C'est pas facile, Eric, la question que tu poses, parce que comme tu décris pas les comportements qui Ouais. sont en cause, Bah, je peux si vous voulez. vas-y, dis alors. Alors, la représentation qu'elle a du poste, Comment c'est une donc. gardienne de but. Elle a une représentation que pour arrêter un tir, vous voyez un gardien de but, que ce soit au foot, ce que vous voulez, Mhm, elle a la représentation qu'il faut absolument bouger dans tous les sens. Il faut être très actif. mhm, Donc son comportement, alors en plus c'est lié au fait qu'elle pense qu'il faut tout arrêter. C'est-à-dire un gardien de but, au handball on peut gagner 36-30. J'imagine, je lui dis donc un jour tu vas gagner 36-0. Donc elle pense qu'elle doit tout arrêter et c'est fondamental. Donc quand elle pense ça, ce qu'elle fait, c'est qu'elle anticipe sur tous les ballons. Et quand on anticipe sur tous les ballons dans des tirs qui vont beaucoup plus vite que son quotidien, eh ben, on est à 2 mètres de la balle. C'est-à-dire qu'elle n'a plus aucune perception de ce qui se passe et elle agit simplement sur la croyance qu'il faut bouger. Alors, comme elle prend beaucoup de buts là-dessus, elle a pris conscience que c'était pas possible, mais elle est bloquée par le fait que inconsciemment, elle est amenée à anticiper. Donc, ce qu'elle voudrait, c'est être stable, mais la stabilité, quand je la questionne, ça équivaut à être pris dans du ciment, les pieds dans du ciment, et donc là, il y a frustration parce qu'elle se dit, je fais pas ce truc. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'à chaque fois, avant tout ça, elle se dit, il ne faut pas que j'anticipe, il ne faut pas que j'anticipe. Quelque chose qu'en plus, le film ne pas, elle sait pas ce que ça doit représenter comme action. Voilà où on en est, quoi. d'accord, ok, c'est plus éclairant, Eric, dit quand tu partages concrètement les Ouais, comportements qui sont en jeu. Donc, en fait, elle bouge en permanence ouais, et elle n'arrive pas à ne pas bouger, quoi, en c'est fait, ça, grosso c'est ça, modo. Ok, c'est ça. ok. Et donc, toi, si tu lui recommandes de ne pas bouger, ça va pas non plus, quoi, en Non, mais fait. moi, je lui recommande pas de ne pas bouger. D'accord? D'accord, Je- mais elle se recommande à elle-même de ne pas bouger. Ouais, D'accord. voilà. Alors, moi, là où j'en suis, je lui dis, est-ce que tu as tenté d'autres choses? Hmm. Donc, pour l'instant, ce que j'ai pas dit, que je peux dire aussi, pour l'instant, j'en suis à la deuxième séquence, hein. J'ai fait 1 heure, enfin, j'ai fait 2 fois 1 heure. Là, Mhm. je lui ai demandé je lui ai prescrit des tâches d'observation Ouais. à 2 niveaux. Oui. Sur qu'elle puisse lister toutes les tentatives de solution, parce qu'elle me dit pas tout, en tout cas, toutes les tentatives de Oh, solution qu'elle a euh, fait. qu'elle fait. Je lui dis, bah, sans lui dire pourquoi, je lui dis, tu me marques, tu marques elle a un carnet de bord. Et puis D'accord? ensuite, à l'entraînement, je lui ai demandé des tâches d'observation quand elle anticipe. Alors là, je vais dire un gros mot, là, je fais quelque chose, c'est l'index euh, l'index de complexité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans un peu de PNL, qu'est-ce qui se passe quand elle fait ça en Mm. termes de ressenti pour la décentrer. Elle est très cognitive, elle est très, il Mm. faut qu'elle comprenne. Donc Mm. j'essaye de la mettre sur les émotions et sur le corps. Donc quand Oui. tu fais ça, qu'est-ce qui se passe pour toi Mhm. et qu'est-ce que tu ressens? D'accord. Ok. Ok. Voilà. Oui, c'est un peu un travail d'observation à ce moment-là. Voilà. Mais l'idée, je crois que c'est un peu de, de l'inviter à ne pas changer trop vite parce que pour l'instant, elle a probablement encore besoin de vérifier Ouais. que bouger ne sert à rien, en fait, Ouais. dans la situation. Ouais. Donc, je crois que c'est plus important que toi, tu l'éclaires un peu sur Ouais. le fait qu'elle a encore hum, besoin de vérifier Ouais. et que si elle le fait jusqu'à présent comme ça un peu naturellement, c'est qu'elle a une bonne raison de le faire. Donc moi j'irais plutôt dans un mouvement dans lequel je la freinerais, mais que très doucement en fait, avec un message, ne change pas trop vite. Parce que probablement que changer, c'est trop dangereux pour toi ou que tu n'as pas encore pris la mesure du fait que c'était pas efficace. Ouais. Tu vois. Je l'ai fait 1 fois ou 2, elle m'a dit, mais t'es ironique ou c'est sérieux?
Ben, Je vais lui renvoyer la question, qu'est-ce que tu en penses? oui, tu lui diras, tu me demandes du changement ou tu me demandes pas du changement? Oui. Si elle t'interpelle pour te dire est-ce que tu es ironique ou sérieux, tu lui diras est-ce que tu me demandes du changement ou pas du changement? Donc, si tu me demandes du changement, ben, tu fais ce que je te demande de faire, quoi. D'accord? Mais je Ouais. crois que c'est important d'insister sur le fait que si elle ne le met pas en œuvre, c'est qu'il y a une bonne raison à ça. Ouais, en fait, ça me fait écho, c'est qu'il faut que je croie moi-même à ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire si je fais quelque chose de paradoxal, il faut que je sois très aligné avec ça pour être sûr que, avec ce que tu viens de poser, ça soit exactement la recette Exact. du 180, quoi. Ouais, exactement. Parce que si tu n'es pas aligné avec ça, je vois qu'Odile se marre. Ouais. Si t'es Je vais pas te dire pourquoi en plus. Mais c'est inconsciemment, mais j'en prends conscience. Je l'ai pris conscience tout de suite. C'est-à-dire que ça serait quand pour toi les premiers signes du changement? Je ne lui ai pas posé comme ça, là, je triche un peu, mais c'est un peu en substance ce que je lui ai dit. Elle est, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'elle est très, elle est un peu dans l'urgence parce qu'elle m'a dit, il me reste 92 jours pour changer. Je lui dis, j'avais compris, 92 jours. En fait, on part en championnat du monde le 15 juin. d'accord? Donc, elle s'est mis une espèce d'un sablier dans la tête, donc elle veut aller vite. Mhm. Alors que justement, moi, je suis en train de lui dire qu'il faut freiner, quoi. C'est Ben parce que oui, tu es pressé qu'il faut aller doucement, quoi. exact. Mais Super. Ben oui, ben c'est un bon axe, hein. mm, Ok. voilà, je te dis l'essentiel de là où j'en Super. suis. Super, Eric. Mais effectivement, il faut tenir ta position. Oui, oui, oui. Merci. Je t'en prie. Olivier. Ok. Une autre question à propos de l'approche ou de vos pratiques, alors jusqu'à présent? Nissa, je crois que peut-être tu avais une question, non? Non, pas de question de côté Nissa. Oui, Sandy, vas-y. Oui, Olivier, moi c'était plus une question sur l'approche collective Ouais, et en dehors de, en fait, qu'est-ce qui amène à déclencher un diagnostic? J'ai ouais, compris que c'était quand il y avait un problème qui qui pouvait pas se traiter par un dirigeant parce que où il y avait trop de personnes, où le problème était vraiment pressenti comme très partagé. J'ai compris aussi que ça pouvait être proposé avant d'implanter un changement pour comprendre dans quel terreau en fait le changement allait pouvoir se développer. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses ou est-ce que tu peux apporter un éclairage supplémentaire là-dessus? ouais. Est-ce que tu as commencé déjà à faire un diagnostic interactionnel ou pas? Mais malheureusement, non. C'est ma grosse frustration. Donc, j'ai trouvé un livre super. Ah bon? Oui, et j'ai lu le travail qu'a fait Vincent, en fait, qui a tout anonymisé, mais qui a, voilà, pour me Ah, mettre dedans. Mais malheureusement, non. d'accord, Mais en d'accord. fait, je voudrais être plus à l'aise pour savoir, Dans quel enfin, tu l'as proposé? ouais, exact. D'accord. Mm. Donc, en fait, Sandy est en train de nous parler du diagnostic interactionnel. Oui, et Caroline demande les références du livre intéressant que tu as eu sur là, dont tu parlais à l'instant, si tu pourras nous les rappeler. Donc, je reprends. Donc, Sandy est en train de faire référence au diagnostic interactionnel. Le diagnostic interactionnel, c'est vraiment notre signature à Claude Duterme, mon collègue et moi, dans notre signature pour intervenir dans les organisations que j'appelle les organisations complexes. C'est-à-dire que au départ, l'approche de Palo Alto est une approche thérapeutique, donc on est sur des petits systèmes plutôt one-to-one dans des accompagnements en type coaching ou accompagnement individuel. Là, le modèle de Palo Alto dont on a parlé au début est parfaitement adapté. Mais est-ce que ce modèle est valable quand il s'agit d'intervenir sur des systèmes qui sont beaucoup plus larges?
La réponse est de dire oui, c'est valable, ça reste valable, mais à ce moment-là, il faut pratiquer ce que l'on appelle le diagnostic interactionnel. Et donc, en fait, la vocation du diagnostic interactionnel, ça va être de nous aider à faire connaissance avec l'homéostasie, comme en parlait Eric tout à l'heure, du système sur lequel il s'agit d'intervenir. Le diagnostic interactionnel nous aide, au travers de tout un ensemble d'entretiens que l'on fait, à découvrir les règles de fonctionnement du système sur lequel il s'agit d'intervenir. Quelle est l'homéostasie de ce système? Quelles sont les vraies règles qui animent, coordonnent, articulent les interactions entre l'ensemble des personnes à l'intérieur du système sur lequel il s'agit d'intervenir. Et ça, c'est le diagnostic interactionnel qui nous renseigne là-dessus. Et ce que disait Sandy, c'est que finalement, pour une intervention collective, on a deux grands cas de figure, je vais dire. On a le cas de figure où le dirigeant ou la dirigeante connaît parfaitement la situation. Et là, j'ai envie de dire, on bascule dans la logique d'accompagnement one-to-one. Ce dirigeant est capable de décrire le problème, il est capable d'expliquer ce qu'il a essayé de faire jusqu'à présent et qui n'a pas fonctionné. Et il ne sait plus quoi faire et il vient nous donner un coup de main. Et on va donner un coup de main en direct au dirigeant qui va agir sur le collectif. Mais bien souvent, dans les entreprises, dans les organisations un peu plus larges, on sait que c'est pas top. euh, euh, on sait que, enfin, que c'est pas top. C'est-à-dire que la situation est compliquée, ça râle un peu partout, ça coince, l'ambiance n'est pas bonne, les relations sont rigidifiées, mais on n'a pas une lecture très très claire de finalement qui sont les personnes mobilisables, quels sont les principaux problèmes sur lesquels il va falloir intervenir, etc., etc. Et là, bah, c'est la même chose. On va proposer, dans un premier temps, de réaliser un diagnostic interactionnel pour mieux connaître la situation. Et c'est ce diagnostic interactionnel, Sandy, qui va nous éclairer sur quelles sont les redondances interactionnelles qui posent problème, quelles sont les personnes mobilisables dans la situation pour pouvoir agir. Et donc, le diagnostic interactionnel va nous permettre de découvrir finement avec qui on peut travailler et où on doit travailler pour faire évoluer la situation. D'accord? Donc, c'est vraiment un outil de connaissance des problèmes collectifs dans une organisation qui regroupe tout un ensemble de personnes. Maintenant, moi, je pense qu'il est possible aussi d'avoir une utilisation plus large du diagnostic interactionnel. Et pour ceux qui sont formés, il y a des idées que je veux partager avec vous, euh, pour lesquelles vous pouvez un peu vous faire une première expérience dans la réalisation de ce travail, parce que c'est un travail difficile, c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration sur le temps pour être mené à bien. Euh, pour ceux qui sont en position d'intervenant interne, eh bien, je pense qu'ils peuvent proposer de réaliser des diagnostics interactionnels pour éclairer, par exemple, les dirigeants ou les dirigeantes des organisations sur l'écart qui existe dans le fonctionnement de l'entreprise entre les valeurs prônées et les valeurs pratiquées. D'accord? Donc, c'est un coup de projecteur pour mieux mesurer ces écarts-là. Après, pour ceux qui sont dans des positions plus individuelles, comme toi, par exemple, Sandy, plus à l'extérieur, d'accord? Moi, je pense que s'il y a un sujet qui t'intéresse, que tu cherches à éclairer, comme par exemple, moi, je l'ai fait à l'occasion du Covid, j'ai fait, comme je m'ennuyais un petit peu pendant le Covid et que j'avais envie de m'améliorer en matière de diagnostic interne, pardon, interactionnel, je me suis dit, ben, je vais profiter de ce temps un peu inhabituel pour faire quelques diagnostics interactionnels. Et donc, j'ai lancé un premier diagnostic interactionnel où je me suis appuyée sur Internet avec un questionnaire pour savoir comment les gens vivaient la période du Covid.
D'accord? Et puis, j'ai essayé d'observer toutes les redondances qui revenaient dans ce qui était dit par les uns et par les autres. Et j'en ai fait une synthèse que j'ai partagée à l'occasion d'un webinaire qu'on avait fait avec Claude. Et puis, pour une autre situation, j'avais connu une autre Catherine qui s'occupait des communautés d'apprentissage dans les organisations, d'accord, qui est un mode organisationnel assez intéressant. Et j'avais entendu Catherine me parler d'une aventure justement de relations humaines qui était assez passionnante dans le cadre de ces communautés d'apprentissage. Et j'ai proposé à Catherine d'interviewer tout un ensemble de responsables de communauté et de regarder chez ces responsables de communauté qu'est-ce qu'ils avaient dans leur manière de procéder qui faisait que les personnes qui vivaient des expériences dans les communautés d'apprentissage trouvaient que c'était bien plus sympa dans les communautés d'apprentissage que dans les logiques managériales habituelles. Donc j'ai essayé d'éclairer les écarts entre les deux. Tu vois, toi-même, tu peux aller chercher des sujets. Après, tu te débrouilles pour trouver du monde. Et puis, tu vas finalement, euh, comme ça, acquérir de l'expérience, parce que plus vite tu acquiers de l'expérience sur la réalisation des diagnostics interactionnels. Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir une commande, tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir une commande pour réaliser un diagnostic interactionnel. Ok, super. Et juste une question. Pour mesurer un écart, ça veut dire qu'il faut que tu aies à la fois des billes sur, bah, là dans ton exemple, les communautés d'apprentissage et aussi donc dans ces mêmes organisations où il y avait des communautés d'apprentissage, tu as investigué autant celles qui en faisaient partie que celles qui n'en faisaient pas partie. C'est ça Excuse. que tu as fait pour avoir une idée de l'écart. Ah, non, 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 c'est dans les questions que j'ai posées. Hmm. Tu vois, en fait, moi, ma question, c'était vraiment qu'est-ce qui fait, de votre point de vue, que cette expérience est si exceptionnelle dans les communautés? Comment vous vous y prenez pour faire de ces moments-là des moments riches sur le plan des relations humaines? Est-ce que vous auriez des exemples? D'accord? Et puis après, je rentrais dans le questionnement interactionnel d'action, d'accord? Action, réaction, renforcement. OK? Et en fait, c'était après, c'est moi qui me montrais l'écart en fait avec des pratiques managériales, parce que souvent ça venait dans la conversation, tu vois. Hmm. Avec des pratiques managériales dont tu as un certain nombre d'exemples par Oui, ailleurs. bien Ouais, sûr, ouais, oui. ok. C'était ça la question. Ok. Exactement, exactement. OK? Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, oui, Caroline. Je rebondis sur un mot que tu as utilisé juste avant, c'était le Oui, renforcement. Géraldine aussi, je crois qu'il y avait une question peut-être. Vas-y, Caroline, Pardon, vas-y. tu as utilisé le mot renforcement. Je ne sais plus ce que ça signifie. Mais tu sais, c'est dans la boucle interactionnelle. En Mm. fait, je dis attention, attention, il faut penser à poser les trois questions. Action, réaction et renforcement. Oui, ok, d'accord. D'accord? Ouais. Ok. Et donc là, dans le cadre de si je reprends l'exemple de ton diagnostic sur tes communautés, donc tu creuses ce qu'elles trouvent de bien et donc ce qu'elles font, c'est Oui, ça? qu'est-ce que vous faites et comment les gens réagissent et ensuite, qu'est-ce que vous faites Mm. D'accord. et ensuite, comment vous poursuivez, tu vois, pour toujours Ok. avoir des séquences interactionnelles, en fait, Oui, très bien. complètes. Très OK? bien. Alors, Géraldine, tu avais une question, puis je vois que Julie aussi, peut-être, a une question. Alors, Euh, j'ai une question, mais qui n'est pas sur les diagnostics mais c'est pas grave, interactionnels vas-y, vas-y, vas-y. et qui est assez spécifique. Ça concerne les coachings sous contrainte Ouais, et notamment la réunion de clôture. Je me ouais, demande si c'était stratégique, étant donné que l'approche de Palo Alto, c'est une approche interventionniste. oui, Euh, c'est nous qui donnons les tâches. oui. Je me suis demandé si dans cette réunion de clôture, c'était stratégique de participer, de partager les tâches qui avaient été données au fil des rendez-vous. Pour moi, c'est top secret. C'est top secret, parce que ça peut être complètement Oh, non. Non, non. paradoxal. Et Non, tu donc, vas vas te faire virer tous les coachings si tu partages les tâches, Géraldine. Tu n'auras plus de oui, travail. Tu vas être obligée de faire un CAP de couturière, ce ne sera pas possible. on est d'accord. Mm. Ah, non, non, surtout pas. Non, 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 c'est top secret. Ouais. Non, les tâches, c'est top secret. Dans les réunions de bilan intermédiaire et dans les bilans de clôture, dans le cadre des coachings sous contrainte,
c'est la personne accompagnée qui partage ce qu'elle a envie de partager, point, c'est tout. Hein. Vous vous contentez de dire oui, oui, bravo, super implication, etc., etc. Mais, mais Mm. c'est secret. Ouais, Tout le reste est parfaitement secret. très bien. Et je crois qu'il y avait Julie Rousseau qui avait une question. Euh, oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, tout à fait. Ok, en fait, j'avais deux questions. Oui. Par rapport à des choses qui ont été dites, la première, c'était, vous parliez tout à l'heure de diagnostic interactionnel et vous avez donné un exemple concret où finalement on a un peu une question assez précise qu'on se pose et on va creuser ce sujet-là. Moi, je me demandais si on cherche est-ce que c'est possible en fait d'utiliser cette approche-là pour regarder de manière plus large quels pouvaient être les freins à la transformation et du coup, est-ce qu'il y a une sorte de canevas avec un petit peu des axes qu'on regarde? Voilà, est-ce que ça peut être abordé sous cet angle? Non, en fait, oui, oui, je pense qu'il y a matière à aller creuser sur les freins à la transformation parce que tu pourrais écouter un échantillon représentatif des personnes concernées et tirer au sort de manière aléatoire. Et dans le diagnostic interactionnel, on est toujours à l'écoute des redondances. En fait, on n'est jamais à la recherche d'une explication saillante, de quelque chose que personne n'aurait entendu et nous, super intervenants extérieurs ou internes, tout d'un coup, on est plus intelligent que tout le monde. Non, non, nous, ce qui nous intéresse, c'est la banalité du quotidien. Et donc, dans l'accompagnement du changement et éventuellement les résistances au changement, ce qui va faire sens, c'est ce dont tout le monde va parler, tout ce qui va revenir régulièrement au travers de tous les entretiens. Et ça va être ça, ta base de départ pour intervenir. Je suis désolée, c'est un peu abstrait pour moi. Après, je suis pas une grande maîtrise de ces sujets, mais ça me semble assez abstrait. Enfin, je travaille pas mal sur les sujets de transfo, du coup, avec ma casquette conseil. Et on a parlé accompagnement au changement, conduite de changement. Enfin, je vois pas comment, juste en faisant parler les gens et en écoutant ce qui va revenir, on peut en transformer ça en quelque chose de compréhensible ou d'activable. Enfin, dans l'exemple qui était donné, je vois bien, parce que c'était très précis. Qu'est-ce qui fait que les gens dans les communautés préfèrent travailler de cette manière-là plutôt que de manière traditionnelle? Après, Ce que tu peux faire je... dans le cadre de la transformation, c'est que tu interroges les personnes sur ce qui est le plus difficile pour elles dans la transformation. Tu leur demandes des exemples. D'accord. Ok, Quand je tu leur comprends. demandes des exemples, si elle te dit, ah ben ça me gêne, par exemple, tu leur dis, mais qu'est-ce que vous avez essayé de faire par rapport à ça? Hmm. Et quand vous avez essayé de faire ça, quelles ont été les réactions? D'accord, ok. Je Et comprends le face, schéma. et face aux réactions, qu'est-ce que vous avez fait? Hmm. D'accord? Et, et ça, c'est une question, ce genre de questions-là, tu dois les poser à chaque entretien. Et au fur et à mesure des entretiens, tu vas commencer à entendre une petite musique de fond, un peu comme la musique des tables de multiplication, tu sais. Tadadi, tadada, titati, tati, tata. Et en fait, c'est cette musique de fond qui décrit le blocage du système, ce sur quoi il faut intervenir. Donc en fait, le travail consiste à ce repérage de cette musique de fond au travers de tout un ensemble d'entretiens. Et on repère comment? Eh bien, on repère en repérant finalement les propos récurrents qui reviennent d'un entretien sur un autre. C'est là-dessus qu'on doit se pencher. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on fait avec l'approche de Palo Alto. Mais je ne sais pas avec qui tu t'es formée, Julie, sur l'approche de Palo Alto. Mais ça, c'est vraiment typiquement quelque chose que l'on travaille pendant le deuxième module du premier niveau de formation, en fait. En tout cas, c'est très clair. Merci. Avec des exemples extrêmement concrets, etc., etc. Ok. Très bien, parfait. Je vois que, mais en fait, le temps passe à plus que toute vitesse. Et donc, il va falloir conclure. Euh, et ah oui, je voulais vous parler du prochain sujet, en fait. J'avais envie. Donc, je vais vous en dire deux mots.
je partage l'écran, tac. Lors d'un prochain séminaire, en fait, moi, d'un prochain webinaire, en fait, j'aimerais bien, pour moi, j'aimerais bien parler de la manière dont se définissent les relations et dont on contrôle les relations. Parce qu'en fait, avec l'approche de Palo Alto, euh, j'ai envie de dire, notre matière première, quelle que soit la complexité des systèmes sur lesquels on intervient, c'est toujours les interactions entre les personnes. Et ce que j'observe, c'est que il y a inconsciemment des tas de jeux relationnels qui se mettent en place, dans lesquels, dès qu'on est en relation avec quelqu'un, on essaye de définir la relation. Ça veut dire qu'on essaye de mettre en place de manière implicite entre nous des, des règles relationnelles dans lesquelles un certain nombre de choses sont acceptables et d'autres sont inacceptables. D'accord? Et après, il y a une bagarre, en fait, un jeu d'influence, un rapport de pouvoir qui s'opère à ce moment-là, au travers de cet équilibre voulu ou pas voulu dans la manière dont les relations ont été définies. Donc on essaye de contrôler la relation et on essaye d'infléchir la relation. Et nous, avec l'approche de Palo Alto, eh bien, on passe notre temps à faire des rééquilibrages relationnels. C'est ça, des fois, je dis dans la présentation, euh, pratiquer l'approche de Palo Alto, c'est faire du mécano-relationnel. On est des mécaniciens des interactions entre les personnes. Et donc, j'aimerais, lors d'un prochain webinaire, mettre l'accent sur cette dimension simplement mécanique dans l'aspect relationnel. Voilà une première chose. Et puis peut-être, Carole, on peut... Alors, on cherche des participants. Si vous avez des copains et des copines qui ne sont pas encore formés à l'approche de Palo Alto, mais qui s'y intéresseraient, on compte sur vous pour faire un peu les relais de tout l'intérêt que représente l'approche. Vous qui avez déjà une longueur d'avance. Et dans cette logique-là, on a une prochaine formation, pardon, je repartage l'écran, qui est prévue au mois de mai, c'est ça, 29, 30 et 31 mai, et puis 3, 4 et 5 juillet prochain. Alors, Carole, qui a suivi la formation récemment, me disait, Olivier, je pense qu'on peut être plus précis dans ce qu'on apprend au cours de ce premier niveau de formation. Le premier module, il s'agit de comprendre les bases de l'approche et d'être capable d'utiliser cette approche dans un accompagnement one-to-one sur des situations relationnelles bloquées. Dans le module 2, il s'agit de comprendre et d'apprendre une méthode clé en main, réaliser un diagnostic interactionnel avec des équipes ou avec des groupes. Et là, effectivement, les 3 jours sont consacrés à l'apprentissage de la réalisation du diagnostic interactionnel. Voilà, écoutez, euh, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je peux prendre une dernière question, s'il reste une dernière question. Vas-y, Eric, vas-y, En, vas-y. en fait, c'est toujours la même chose, même si j'ai un petit peu avancé grâce à toi et grâce à l'expérience que je peux faire. C'est toujours peut-être nécessaire de dire quels sont les effets des principes. Par exemple, travailler sur les inconvénients du changement avec toute la méthode, mais finalement, qu'est-ce qu'on recherche finalement dans ces effets pour que ça puisse aboutir au changement. Voilà, J'ai- c'est pas la réponse est maintenant, mais disons que ça pourrait être une thématique quand vous avez maîtrisé tout ça. Et même moi, des fois, si on me le demande, je sais pas dire exactement. les effets de l'approche paradoxale, c'est ça, Oui, Eric? c'est ça. Quand, par exemple, travailler sur les inconvénients du changement, moi, je vois, et puis c'est en fonction des réponses au fil de l'eau et de l'émergence. Mais finalement, si je reprenais mes notes, je trouverais la réponse à ma question. Mais peut-être qu'à chaque fois, ça soit très clair pour pouvoir se dire, à partir de cette méthode, qu'est-ce que tu cherches à chaque étape, quoi. Oui, mais travailler sur les inconvénients du changement, c'est relativement inhabituel.
Donc, on est un peu à 180 degrés de nos tentatives de solution. D'accord? Et puis, c'est une autre manière de faire un travail de co-construction autour du changement. Tu vois, c'est un travail de co-construction sociale pour mieux faire passer les changements sur lesquels parfois on se casse les dents, quoi. Voilà. Et après, c'est comme toujours avec l'approche de Palo Alto, il faut faire l'expérience pour en tirer les enrichissements, hein. N'oubliez pas que les si n'existent pas du point de vue de l'approche de Palo Alto. On peut faire des tas d'hypothèses différentes. Ça, dans notre tête, ça va toujours très bien. On peut penser à une chose et son contraire, ça pose de problème à personne. D'accord? Mais, mais c'est pour ça qu'on donne des tâches, comme le disait tout à l'heure, je crois, Sandy, ou peut-être Géraldine, je ne sais plus. Enfin bref, euh, on fait faire des choses parce que c'est ce que les gens font qui éclaire la situation. Dans la tête, tout est toujours possible. D'accord? Je pense que Yelena ne me contrariera pas. Euh, les- Tu peux discuter pendant des heures et des heures avec les nageurs, mais tant qu'ils n'ont pas fait l'expérience, bah, ils ne savent pas s'appuyer sur l'eau, quoi. Ça va. Voilà. Tant qu'ils n'ont pas senti le geste, tant qu'ils n'ont pas euh, tout- toutes les explications que tu peux donner, ça reste théorique pour les uns et pour les autres. C'est un premier guide, mais ça remplacera jamais le fait de faire rentrer dans le corps, en fait, cet apprentissage-là, en fait. Bon, bah, écoutez, je vous remercie tous très chaleureusement pour votre participation aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour vos questions. Je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie pour les questions aussi que vous avez posées dans le chat. Tout ça est très riche et je suis très heureux avec Carole. On est très heureux de vous retrouver très prochainement pour notre webinaire sur la définition et le contrôle de la relation. À très bientôt et je vous souhaite une belle journée à tous. Merci.